Bienvenue à tous pour ce troisième et dernier webinaire de la série Chaud devant saison 2, adaptez votre commune à plus 4 degrés. Donc avant de commencer, je rappelle quelques règles. Donc déjà, le webinaire est enregistré, il sera mis en replay à disposition sur notre site et j'enverrai le lien à tous les participants, enfin, tous les inscrits même. Donc je vous remercie de bien couper le micro pendant les présentations et puis on pourra, si on n'est pas trop nombreux, les ouvrir au moment des questions. Il y a plusieurs temps de questions qui sont prévus après chaque intervention, donc vous inquiétez pas. On prendra le temps d'y répondre et vous pouvez aussi utiliser le chat pour poser vos questions par écrit. Si vous voulez prendre la parole, c'est mieux aussi si vous pouvez lever la main. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est la biodiversité et la nature. On a appelé cette dernière session Verdir son assiette, réintégrer la nature en espace urbain et rural, évidemment. Donc je me charge de faire toutes petites introductions et une grosse partie de l'introduction sera assurée par Antoine Leroux de l'Agence Biotonne de la biodiversité, qui ensuite présentera ce que fait l'agence. Et ensuite, on aura deux témoignages et un retour d'expérience. Un premier témoignage de la commune de Laillé avec Jean-Paul Juichard qui présentera les différentes actions qui ont pu être menées sur la commune et qui sont encore menées. Et également la commune de Chevigny avec David Gendron sur le projet de micro-forêt. Pardon. Et ensuite, Yann Lecoq de l'ALEC vous présentera un retour d'expérience d'un accompagnement sur la végétalisation d'une cour d'école. On aura un petit point très rapide sur les actualités et les aides financières à la fin du webinaire, mais comme d'habitude, les diapos seront aussi à disposition. Je passerai rapidement, vous nous connaissez bien. Rappelez donc effectivement les prévisions d'augmentation des aléas climatiques, avec notamment augmentation de la température, de la variabilité aussi des pluies et de leur intensité d'ici 2100. Ça fragilise évidemment la biodiversité et les écosystèmes, ce qui est préjudiciable pour la résilience de tout le monde finalement. On a une petite diapo, oui, d'actu toute récente, Nathalie, si tu veux et Oui, j'en bah profite. juste pour, ah oui, pardon. Pour celles Vas-y, et non, ceux mais qui n'ont pas encore connaissance, donc on est déjà en arrêté sécheresse en Ille-et-Vilaine, donc depuis le vendredi 13 juin. Voilà, donc là, la situation n'est pas critique à ce stade, mais préoccupante. Donc on a vraiment déjà des signaux, la baisse des débits des cours d'eau, des stockages au niveau des barrages pour l'approvisionnement en eau potable, et puis vraiment un assèchement assez fort hein, des sols déjà à ce stade. Donc voilà, donc à l'échelle de tout le département hein, d'Ille-et-Vilaine. Ça nous appelle tous évidemment à des économies d'eau, hein, enfin, en fait, il faut toujours le faire, mais là encore plus. Une petite ressource, le site Vigio, qui permet vraiment d'avoir des informations sur qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, enfin, quel est l'état, le niveau de sécheresse. Donc, je vous invite à consulter cette plateforme. Voilà, c'était tout pour cette actualité. merci Nathalie. Et donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Antoine Leroux, donc chef de projet solutions d'adaptation fondée sur la nature à l'Agence bretonne de la biodiversité, donc qui va continuer les propos introductifs sur le sujet et nous présenter les outils de l'ABB. Donc, Antoine, je te laisse prendre la main et la parole. Super. Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, je vais vous parler de solutions fondées sur la nature, principalement aujourd'hui, mais je vais commencer tout d'abord par vous présenter rapidement un peu l'agence et puis le travail qu'on mène d'accompagnement auprès des porteurs de projets. Donc l'Agence bretonne de la biodiversité, on a été fondé en 2020 sous l'égide de la région Bretagne, l'Office français de la biodiversité et l'ADREAL. On fait partie d'un réseau d'agences régionales biodiversité. Comme vous pouvez le voir sur la carte, on est à une douzaine d'ARB aujourd'hui créés et on a une mission de catalyser, animer et accompagner les porteurs de projets sur la question de reconquête de biodiversité. On a cinq missions principales qui sont la connaissance. Donc, on n'est pas producteur de données, mais on travaille beaucoup avec l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, notamment sur la mobilisation du savoir au service de l'action.
l'animation et la mobilisation pour favoriser l'ouverture à tous les acteurs à un nouveau rapport au vivant. C'est ce qu'on fait dans le cadre de cette mission sur les solutions fondées sur la nature. Et puis l'accompagnement, je vais y revenir de manière plus importante pour vous présenter les actions que mène l'ABB auprès des porteurs de projets. La sensibilisation et la communication, évidemment, hein, pour prendre en compte les enjeux de la biodiversité. Et puis la coordination donc, sur le fonctionnement et la gouvernance. Donc en matière d'accompagnement, l'agence peut vous proposer différents types d'accompagnement auprès des Alors juste, collectivités. excuse-moi Antoine, Ouais. visiblement, il y a un problème pour les participants qui ne voient pas le support. Ah, Et bon, il y avait d'accord. une personne, donc des fois ça peut être un problème individuel, mais là, d'autres personnes aussi en font Ok. part. Alors moi j'ai bien le contrôle Donc, avec. Alors attends, est-ce je que... vais Donc reprendre le contrôle ouais. peut-être et te laisser le reprendre. Et c'est peut-être des fois en fonction de sur quel écran tu partages. Ah, Donc là, quand Ah, moi j'ai le des gens contrôle, est-ce voient que la vous... présentation. Voilà, bah, quand j'ai le contrôle, oui. Et donc Antoine réessaye de contrôler pour voir. je vais réessayer. Peut-être c'est parce que je suis peut-être avec deux écrans. Oui, il faut peut-être le mettre sur... Là j'ai changé d'écran. Est-ce que c'est mieux si je Alors, passe les diapos? moi, je Est-ce que les vois. personnes qui ne voyaient pas... Ah bon, alors là, C'est bon. ça a l'air... Il y a des gens qui disent qu'ils la voient, mais alors... Ok. Ok, bon, bah, c'est bon. Ça a l'air bon. Parfait. Merci, Ça a désolée l'air pour bon? Non, mais pas, l'interruption. pas de souci. Du coup, on a deux types d'accompagnement. On a un accompagnement collectif. Donc là, on organise des événements, des groupes de travail sur des équipes projets sur différentes thématiques. Là, on a un groupe de travail sur bâtiment et biodiversité, justement, pour comment on intègre la biodiversité dans le bâtiment, avec des acteurs de tous bords. Et des événements qu'on organise au fil de l'eau et des thématiques au cours de l'année et un accompagnement individuel qui va peut-être plus vous concerner. Donc là, auprès des porteurs de projets qui ont des projets favorables pour la biodiversité, on peut les accompagner sur le montage financier, administratif, juridique, et puis évidemment aussi sur le volet technique via notre réseau de l'accompagnement, des ressources documentaires, et puis notre veille qu'on réalise sur les financements disponibles. J'ai passé deux slides, je ne sais pas si ça passe. Peut-être ça, ouais, c'est bon, ça passe. Donc, pour vous parler un petit peu rapidement des questions de biodiversité, pourquoi on en parle aujourd'hui. Donc, la biodiversité, hein, je le redis, c'est l'ensemble des milieux naturels et des formes de vie et toutes les relations et interactions qu'elles ont entre elles. Euh, je rappelle aussi que l'être humain fait partie de la biodiversité, donc il y a un vrai enjeu aussi de faire comprendre ce rapport que nous avons au vivant. On est dans une crise majeure de la biodiversité, hein, avec un effondrement qui est lié à cinq causes principales qui sont la destruction des habitats, la surexploitation des ressources, le changement climatique, on va en parler aujourd'hui, la pollution de l'eau, de l'air et des sols, et puis les espèces envahissantes. C'est un effondrement qui est 100 à 1000 fois plus rapide que les précédentes crises. Et la particularité, c'est qu'une espèce concentre toutes les causes de l'effondrement des autres espèces que je viens de citer, c'est l'espèce humaine. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on a l'habitude de travailler en silo, mais dans les questions de biodiversité, c'est un peu plus complexe. Et donc, on ne peut pas traiter finalement ces sujets de manière euh, verticale, mais bien de manière transversale, de manière systémique. Et donc, le GIEC en parle que la survie de l'espèce humaine dépend d'écosystèmes sains et d'une biodiversité riche. Et donc, vous entendrez beaucoup parler que climat et biodiversité, finalement, c'est les deux jambes de la transition écologique. On doit vraiment agir sur ces deux volets pour réussir nos transitions. Un petit schéma que j'aime bien montrer généralement pour montrer un peu les efforts qui sont à faire par rapport aux enjeux qui sont confrontés pour les sociétés humaines. Donc, on a eu évidemment la pandémie mondiale de Covid-19, la période de récession qu'on est en train de vivre, mais face au changement climatique et l'effondrement de la biodiversité aussi, ça va être deux grosses vagues finalement sur la société humaine qu'il va falloir se préparer à subir. Donc on en a un petit peu évoqué sur la question du changement climatique. Je ne vais pas faire un focus là-dessus particulier, juste pour vous rappeler que l'Observatoire de l'environnement l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, l'OEB, vient de sortir une très belle publication sur les chiffres clés de l'évolution du climat. Donc c'est une bonne ressource qui va bien nous servir sur ces prochaines décennies sur la Bretagne dans une France à plus 4 degrés.
Et donc là, un petit focus sur ce qui nous attend en Bretagne, notamment en milieu urbain, donc sur les questions de précipitation en été, et donc le manque d'eau, et à l'inverse, plus d'eau en hiver aussi, donc avec des problématiques d'inondation et de forte chaleur. Je vois qu'il y a encore des problèmes d'affichage. Est-ce que Ouais, c'est c'est le cas? embêtant quand même, hein, s'il y a plusieurs personnes. Donc, Sinon, Fanny, je te laisse reprendre et puis je te dis slide et comme ça ouais, tu c'est peux étonnant. passer. C'est bizarre. Alors, pour l'atténuation et l'adaptation, tu peux mettre toutes les slides à chaque fois. Comme ça, on ira plus vite. Juste pour rappel, hein, on a deux voies d'action qui sont indispensables et complémentaires. Donc, à la fois l'atténuation, donc pour éviter l'ingérable, donc c'est la diminution de nos gaz à effet de serre, ça on connaît bien. Et puis l'adaptation, donc plutôt comment on s'adapte finalement aux aléas climatiques qui vont arriver, qui arrivent maintenant et qui vont s'intensifier dans les prochaines décennies, donc pour mener une vraie stratégie globale de résilience. Tu peux passer à la suite. Alors pour ça, il y a différentes solutions qui existent. Les actions grises qui sont relatives pour s'adapter sur du génie civil, comme on connaît, hein, les digues sur le littoral par exemple. Des actions douces qui renvoient plutôt à des actions institutionnelles, financières, politiques, avec notamment des mesures qui sont prises lorsqu'il y a des canicules avec la régulation du trafic par exemple. Et puis les actions vertes qui sont fondées sur les écosystèmes qui nous intéressent plus aujourd'hui, qui vont recourir aux écosystèmes et aux processus naturels pour diminuer la sensibilité finalement des systèmes humains et naturels au changement climatique. Tu peux passer à la suite. Encore. Hop. Alors, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui plus communément les solutions fondées sur la nature. Donc, c'est un concept qui a été formalisé assez récemment en 2016 avec l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc, ça a une définition officielle qui sont basées sur les actions qui visent à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes pour relever directement des défis de société. Donc, il y en a plusieurs identifiés, mais nous, on va se concentrer aujourd'hui plutôt sur le changement climatique, donc l'adaptation notamment, tout en assurant à la fois le bien-être humain et produisant des bénéfices pour la biodiversité. Donc, dans ce cadre de cette action, il y a trois volets qui sont importants. C'est des actions qui sont bénéfiques pour la biodiversité, qui répondent à un défi sociétal. Donc là, en l'occurrence, on va parler d'adaptation au changement climatique. Et puis des actions qui sont basées sur le fonctionnement des écosystèmes. Tu peux enchaîner, Fanny, s'il te plaît. Alors, l'intérêt d'utiliser ces solutions aujourd'hui, c'est que, ce que je disais en introduction, ça décloisonne la protection de la nature et la résolution de défis sociétaux. Donc, ça produit des co-bénéfices et ça répond à plusieurs politiques à la fois. Là, on va agir sur une politique publique de biodiversité, également de climat et de cadre de vie. Ça incite à agir et ça mobilise des financements. Donc, il y a aussi aujourd'hui une éco-conditionnalité des aides qui sont allouées finalement aux solutions fondées sur la nature, à toutes les échelles, hein, régionales, nationales, avec notamment le Fonds vert, et européen aussi. On est dans un cadre méthodologique qui garantit une durabilité, hein. Il y a une définition officielle, il y a un concept, donc on ne met pas tout ce qu'on veut derrière le terme de solution fondée sur la nature. Donc, ça aussi une valeur, on va dire, en termes de respect des enjeux de biodiversité et de réponse à un défi sociétal. Et puis, dernier point qui est important, c'est que ça impulse une mobilisation pour la biodiversité. Là, on parle vraiment de solutions fondées sur la nature. Donc, la biodiversité, c'est une solution et plus une contrainte, comme on peut souvent encore l'entendre dans différents enjeux d'aménagement du territoire, par exemple. Tu peux passer à la suite. Encore. Donc là, on va parler vraiment de renaturation, hein. Donc, renaturation, c'est quelque chose qui va plus loin que le simple verdissement qu'on peut avoir dans plusieurs espaces, puisque là, on est vraiment basé sur la fonctionnalité des écosystèmes. Il y a une vraie relation finalement avec son milieu, et donc qui se pose, en tout cas qui est complémentaire à un verdissement où on fait juste de la plantation sans objectif écologique derrière. Tu peux passer à la suite. Et aussi, voilà, super. Donc là, l'idée, c'est de travailler sur le triptyque sol, eau, végétal, qui sont les trois éléments importants dans des bons processus de renaturation en milieu urbain. Tu peux passer. Donc là, c'est un exemple assez marquant en Seine-Saint-Denis. Hop,
Ouais, merci. Donc on a ici en fait un réaménagement de voirie avec de la plantation qui a été faite entre les arbres d'alignement à gauche et les arbres d'alignement à droite. Et donc on voit bien ici que la différence est liée à l'accessibilité et au développement racinaire, puisqu'on a des fosses individuelles à gauche et des fosses continues à droite, et aussi l'accessibilité à l'eau. Donc pour des arbres qui sont plantés au même moment, on voit qu'il n'y a pas le même développement et donc ils ne vont pas rendre les mêmes services euh, également. Tu peux passer, Fanny, merci. Puisque finalement, en milieu urbain, le système racinaire des arbres est vraiment très soumis à de nombreuses contraintes, donc la chaleur, la sécheresse, la compaction du sol, une typologie liée à du remblai, des gravats, de la pollution, et aussi tout un tas de réseaux en fait, qui perturbent aussi le développement des racines. Donc on n'aura pas forcément le même développement, on n'aura pas le même développement, c'est sûr, que dans une forêt, par exemple, où on a un sol beaucoup plus vivant et naturel. Tu peux passer. Et donc, ce qui est important, finalement, c'est de travailler sur la fertilité des sols. Donc, un sol qui est vivant, donc perméable, aéré, riche en micro-organismes, qui agit comme une éponge, hein, qui va stocker l'eau et la redistribuer progressivement aux racines. Là, je vous ai remis un exemple de Lyon, où finalement, on voit que les techniques de plantation ont aussi beaucoup évolué avec la connaissance finalement du, du compartiment de sol, puisqu'on a ici, on voit qu'on a des arbres qui ont été plantés en 88, 50 arbres, et il en reste que 35, et avec une surface ombragée qui est réduite, puisqu'on est sur des fosses plutôt individuelles. À l'inverse, des plantations qui ont lieu plus tard, on voit qu'on est sur des fosses plutôt continues. On a toujours le même nombre d'arbres, donc on a une survie vraiment de tous les individus, et une surface ombragée, ombragée, ce qu'on recherche finalement, qui est beaucoup, beaucoup plus importante. Donc à retenir, pour renaturer, il faut des sols fertiles, un système racinaire qui peut se développer et une matière, rappelez que le sol fertile, c'est une matière qui est vivante, qui est fragile, sensible et qui est difficilement renouvelable. Donc il faut aussi pouvoir prendre en compte ces différents enjeux. Tu peux passer, Fanny, s'il te plaît. Le deuxième volet, c'est plutôt la place de l'eau aussi, puisqu'on a en milieu urbain, ça a beaucoup évolué ces dernières années. Historiquement, on a eu plutôt une gestion de l'eau impropre et insalubre, où on a eu une politique vraiment du tout tuyau, où il fallait évacuer l'eau le plus vite possible de la ville. Donc ça, on voit aujourd'hui ses limites et ses problématiques. Et donc on passe plutôt aujourd'hui vers une gestion intégrée des eaux pluviales, donc gérer l'eau là où elle tombe. Et donc on est progressivement en train de migrer de la ville tout tuyau à la ville passoire. L'idée, c'est vraiment d'atteindre la ville éponge, où il y a vraiment une infiltration de l'eau pluviale directement là où elle tombe, avec tout un enjeu de végétalisation et de renaturation en milieu urbain. Tu peux passer à la suite. Donc, ce qui est important en milieu urbain, c'est la question du ruissellement. Et donc, dans une problématique de changement climatique, où on va avoir des événements pluviométriques très intenses et extrêmes, on voit bien ici, comme vous le voyez sur le petit graphique, enfin le petit schéma, que aujourd'hui, la majorité de l'eau qui tombe en ville ruisselle, hein, on a 55%, et donc très peu qui s'infiltre. Donc, l'idée, ça va être de vraiment traiter l'eau comme une ressource, hein, mais plus un déchet. Donc, puisque plus elle ruisselle, plus elle se charge en polluants. Donc, l'idée, c'est d'infiltrer là où elle tombe et de considérer vraiment l'eau comme une ressource. Donc, si tu peux mettre le petit schéma qui est après. Et donc, de coupler ça à de la végétalisation qui va permettre finalement que cette eau apporte finalement une ressource et aux différents végétaux qui vont se trouver en ville pour qu'ils puissent rendre des services. Donc, vraiment ce co-bénéfice à la fois sol, infiltration et alimentation en eau pour les végétaux. Tu peux passer. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on peut éviter aussi des petites erreurs de conception qui ont des grands impacts finalement. Comme on peut le voir ici, vous avez en haut à gauche en fait un espace végétalisé mais qui est bombé. Donc quand on va avoir de l'eau qui va ruisseler sur le milieu imperméable, eh bien, elle va venir s'infiltrer mais juste au bord et pas au milieu de la parcelle, enfin au milieu de l'espace végétalisé. Donc ça peut avoir des conséquences assez négatives. Et puis vous avez en haut à droite et en bas à gauche finalement aussi des aménagements où on a des bordures qui sont continues alors qu'on voit que s'il y avait eu des bordures ou des discontinuités, l'eau pourrait aller s'infiltrer plus facilement dans ces espaces. Donc il y a aussi cette question de ruissellement.
Et puis le dernier point, en bas à droite, c'est aussi voilà, ce genre de petites grilles, finalement, où il y a quelques millimètres qui vont suffire pour que l'eau ne ruisselle pas auprès de l'arbre, puisque même pour les toutes petites pluies, finalement, ça va ruisseler à côté, ça va pas pouvoir rentrer dans la fosse de plantation. Tu peux passer, Fanny. Alors, les résultats, eh bien, on peut attendre du coup jusqu'à du captage pour la qualité de l'air des arbres en ville de 20 kg de particules euh, par arbre urbain mature, un refroidissement de 2 à 8 degrés dans les rues ombragées liées à l'évapotranspiration des arbres. Donc ça, c'est important, comme on le voit actuellement en pleine période de canicule. C'est important de pouvoir gagner ces quelques degrés qui sont plutôt bénéfiques pour la santé humaine. On va aussi avoir une réduction du ruissellement, donc on est vraiment dans cette politique de gestion intégrée des eaux pluviales. Et j'attire votre attention que ces chiffres-là sont liés à des arbres matures, d'où l'importance finalement de préserver les arbres existants. On voit bien que les services rendus par les arbres, ils sont dépendants de leur taille, de leur âge et de leur surface foliaire. Donc plus on aura des arbres matures et âgés, plus on aura de services qui sont rendus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les solutions fondées sur la nature, ce qu'on essaye de démontrer, c'est que globalement, à long terme, elles sont moins coûteuses que des solutions grises, typiquement. Et puis, on va avoir surtout tout un tas de co-bénéfices. Par exemple, sur les structures liées à la gestion de l'eau, on va avoir des bénéfices pour le climat, pour la santé humaine, pour l'attractivité et puis pour la biodiversité. Donc, les bénéfices rendus par les arbres, ils sont importants notamment pour les questions de santé, hein. L'OMS, elle préconise ainsi que dans les zones denses, on atteigne 10 mètres carrés d'espace vert par habitant et dans les zones non denses, 25 mètres carrés par habitant. On est encore très loin, hein. J'ai un petit exemple à Marseille, où on est plutôt à 1,8 mètres carrés d'espace vert en centre-ville. Donc, il y a encore pas mal de travail dans beaucoup d'agglomérations. Et puis, pour ça, on peut mettre aussi dans la planification et dans les politiques pour vraiment intensifier cet effort de végétalisation, l'approche qui est en 3-30-300. Donc, c'est une approche qui est de voir 3 arbres depuis chez soi, atteindre 30% de canopée dans son quartier et habiter à moins de 300 mètres d'un espace vert. Tu peux passer à la suite, Fanny. Tu peux tout développer. Donc là, c'est une petite slide synthèse un peu sur les 4 grands principes que je peux vous conseiller dans les espaces dans la végétalisation notamment. Donc, c'est de privilégier notamment les espèces locales puisqu'elles sont plus robustes, elles ont eu un cortège de biodiversité et elles sont plus sobres. Donc, en général, elles sont mieux adaptées au sol, elles améliorent la biodiversité fonctionnelle. Je vous ai mis un exemple. Un chêne pédonculé, il va avoir un cortège d'espèces de 450 insectes, alors qu'un chêne rouge d'Amérique qui est importé n'aura que 13 espèces. Donc, il y a aussi tout ce choix de biodiversité associé qui est important dans le choix des espèces. On peut prendre des espèces qui sont moins gourmandes en eau et en entretien, ce qui favorise aussi des réductions de coûts. Et puis, vous pouvez vous référer à des choix de palettes végétales locales, notamment, ou des chartes de l'arbre, comme vous pouvez avoir sur Rennes Métropole, la charte de l'arbre, ou sur la ville de Rennes, je ne sais plus. L'idée, c'est de diversifier les essences pour plus de résilience. L'idée, c'est pas tous les œufs dans le même panier. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une multiplication finalement des différentes espèces, des familles botaniques et du genre. Donc c'est un peu ce que je vous ai mis là, la règle des 30-20-10. Enfin, c'est diversifier au maximum. Ça favorise la biodiversité, ça crée aussi des ambiances changeantes de floraison, ça allonge aussi les services rendus, notamment par exemple l'ombrage, puisque les arbres ne perdent pas les feuilles tous au même moment. Les multistrates végétales, donc là, c'est vraiment sur la complémentarité et l'efficacité. Donc là, on a beaucoup parlé des arbres, mais il y a aussi tous les espaces espaces herbacés ou arbustifs qui peuvent aussi créer des microclimats plus frais, plus humides, protéger le sol, infiltrer et retenir l'eau. Limiter l'entretien aussi, notamment avec la compétition des adventices. Et puis, diversifier les niches écologiques pour les insectes, les oiseaux, les micro-mammifères. Donc ça, c'est idéal pour les petits espaces et renforcer les effets cumulés des végétaux. Et le dernier volet que je voulais vous parler aussi, c'est de ne pas avoir peur de démultiplier finalement les micro-projets pour favoriser les mises en réseau. Parce que dans des contextes urbains, finalement, on n'a pas forcément la possibilité de faire des gros projets partout. Et donc l'idée des micro-projets, c'est de pouvoir multiplier finalement les différents types de projets. Donc là, on va en voir plusieurs ce matin, de renforcer les trames
la perméabilité de la ville, de multiplier les refuges climatiques et de renforcer la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Donc, et ça contribue aussi plus facilement à la règle des 3-30-300 que je vous ai parlé tout à l'heure. Tu peux passer à la suite, Fanny, s'il te plaît. Et là, je vais vous illustrer un peu mes propos par quelques exemples concrets qu'on peut avoir en France. Donc ici, vous avez les arbres de pluie à Lyon. Donc ça, c'est du réaménagement d'arbres de voirie existants pour recueillir des eaux de pluie. Donc vous voyez ici sur la petite photo, au niveau du 1 et 2, on a installé finalement des fosses d'infiltration. On a déconnecté le caniveau finalement. Et donc les eaux de ruissellement de la voirie viennent dans cette fosse d'infiltration et alimenter l'arbre en eau de pluie. On voit en caméra thermique qu'il y a un vrai rôle en fait, d'effet de rafraîchissement. Il faisait 37 degrés lorsqu'on a pris cette photo en juillet 2022. Vous voyez la route à 45 degrés, et donc l'îlot de fraîcheur un peu avec les arbres et la végétalisation de pieds d'arbres autour de 29 degrés. Tu peux passer. Et ouais, merci. Et donc là, ce qu'on voit aussi dans le suivi des arbres par rapport à des arbres de pluie par rapport aux arbres témoins, c'est qu'ils ont déjà une meilleure croissance, donc une meilleure santé aussi. Ils ont aussi un débourrement qui est plus précoce et plus fort, donc ils vont rendre plus de services en termes de rafraîchissement notamment. Et puis, on a des gains en biodiversité aussi qui sont importants. Donc là, c'est les chiffres de 2023, je ne les ai pas en 2025, mais on va avoir une diversité de strates végétales, donc avec plus d'espèces de végétaux et donc plus aussi d'espèces de pollinisateurs. Et puis aussi, on va avoir, du coup, qui dit insectes, dit oiseaux associés, avec donc des espèces d'oiseaux qui sont beaucoup plus observées dans les arbres de pluie que dans les arbres témoins. Tu peux passer à la suite. Alors là, je passe rapidement, mais c'est pour vous montrer des exemples qu'on a à Rennes notamment. Donc l'avenue Jean-Janvier, là, vous voyez une micro noue d'infiltration. Boulevard de Beaumont, pareil, aussi de la végétalisation de pieds d'arbres. Tu peux passer à la suite. Rue Albert Demain aussi, donc des projets d'aménagement liés à de la mobilité finalement qui permettent aussi, donc là il y avait la création d'une piste cyclable, et ben, l'idée c'était aussi de pouvoir aménager de la gestion intégrée d'eau pluviale, donc avec ces espaces de plantation. Tu peux passer. Rue Jean-Marie Duhamel, donc près de la gare. Là aussi, vous voyez un réseau très très contraint finalement parce que il y a les réseaux de gaz, il y a le métro qui passe en dessous, etc. Donc l'idée, c'est quand je parlais de micro-projets, voilà, on a des micro-projets aussi, une succession de plusieurs espaces végétalisés qui vont faire de la gestion intégrée d'eau pluviale. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir développer ces petits projets qui paraissent pourtant très contraints et en fait on peut quand même déployer des petits projets, ça contribue un petit peu en fait à ces enjeux aussi, îlots de chaleur urbain, biodiversité, gestion de l'eau. Alors je vais passer très vite, mais il y a d'autres sujets aussi qu'on aurait pu largement aborder dans ce webinaire. La question de la végétalisation de façade, donc vraiment intéressante aussi pour le confort d'été des bâtiments. L'idée, c'est aussi de privilégier au maximum la végétalisation de pleine terre, qui seront du coup avec des espèces plus résilientes, moins gourmandes en eau, que des toitures, enfin des façades végétalisées avec des systèmes d'irrigation en bac, etc. Tu peux passer. Donc, ouais, les toitures végétalisées, c'est aussi un soutien non négligeable pour la biodiversité. C'est pas ça contribue finalement à avoir des refuges complémentaires. Il y a une super étude là, de l'ARB Île-de-France qui a été menée sur les. Parce que la région parisienne, ils ont 30 ans de recul sur les toitures végétalisées. Donc, c'est assez intéressant de voir comment les espèces aussi se développent. Et puis, il y a un vrai enjeu aussi de confort thermique de ces bâtiments liées finalement au refroidissement par finalement les espèces présentes et puis le substrat qui limite vraiment ces convections thermiques. Tu peux passer à la suite. Et donc, pour terminer en quelques mots, moi, je travaille dans le cadre d'un projet artisan, Life Artisan, piloté par l'OFB au niveau national, qui a pour but de généraliser finalement le recours à ces solutions fondées sur la nature pour adapter les territoires au changement climatique dans le cadre de politiques publiques, hein, le plan biodiversité, le plan national d'adaptation au changement climatique. Tu peux passer à la suite. Et donc, on est un projet à multi-échelle avec une échelle nationale qui travaille plutôt sur les enjeux de formation, de mobilisation des filières économiques, du cadre réglementaire, du financement. Une échelle régionale avec 14 réseaux régionaux. Donc, on est 14 animateurs en France pour accompagner les porteurs de projets, accompagner sur l'intégration aussi dans la planification et des sites pilotes, donc notamment la ville la métropole de Lyon, je vous en ai parlé avec les arbres de pluie. Tu peux passer. Je vous ai mis quelques ressources, mais vous aurez le diapo, donc vous pourrez aller piocher un petit peu. Et je fais un petit focus sur
ces deux publications qu'on a sorties dans le cadre du LIFE, une publication pour les décideurs et élus sur ce que sont les solutions fondées sur la nature, des argumentaires, différents retours d'expérience avec des coûts, des exemples de projets qu'on a déjà mis en œuvre en France. Donc, assez intéressant. Je l'ai en format papier, vous pourrez me demander si vous la voulez, mais elle est aussi en format beaucoup plus exhaustif et en ligne directement. Et on a une boîte à outils aussi à destination des techniciens, donc les méthodes, les outils, pas à pas pour mettre en œuvre des projets de SFN sur les différents territoires. Merci de votre attention et puis bah, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou en tout cas des projets que vous souhaitiez que l'agence vous accompagne. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci Antoine. Alors, on peut prendre quelques questions s'il y en a, sinon on va continuer. Juste, je voulais m'assurer au moins que Jean-Paul voit l'écran. Je ne vois toujours pas l'écran Toujours et je pas. pense que je ne le verrai pas. Bah, écoute, je vais essayer d'arrêter Et du et de coup, relancer le partage. Donc, le temps qu'on comprenne quelques questions, je tente ça. Euh, et, euh, et donc, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Nathalie, je peux te laisser gérer les questions et je Oui, m'occupe tout à du fait. partage. Merci. Très bien. Donc, alors, dans les mains levées, nous avons Monsieur Chotard, ou Madame, pardon. Oui, non, bonjour Anne-Cécile Chotard, donc c'est madame, de la ville de Béton. Je vous appelle, je posais une question, c'était par rapport aux préconisations que vous faites sur le recours aux essences locales dans les projets de plantation. Parce que là, nous aujourd'hui, on a un projet de plantation adaptée climat doux. Donc là, aujourd'hui, on est juste aux prémices du projet. Je voulais savoir, du coup, même si évidemment, on n'imagine pas un projet 100% plantation adaptée, imaginer des revégétalisations ou des renforcements de plantation en mixant de l'essence locale et de la plantation adaptée, on est quand même sur un projet planter les arbres pour le futur, 50 ans d'échéance. Et voilà, vu que dans les préconisations, vous étiez plutôt essence locale, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Oui, alors du coup, j'ai bien mis espèces locales à privilégier. Dans l'idée, en fait, c'est vraiment de travailler sur des espèces qui sont en tout cas plus, plus adaptées, notamment aux conditions de sol, de plantation. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. L'idée, c'est aussi de mixer sur la diversification, hein. On sait, on a une incertitude effectivement sur ce qui va pouvoir s'adapter dans le futur et à quel climat. Il y a des choses qui sont en tout cas testées. Il y a beaucoup de projets de recherche hein, là-dessus, en tout cas sur les différentes espèces. Donc nous, on est un peu, on n'est pas experts hein, justement. Donc là, on se réfère plutôt aux associations naturalistes ou au Conservatoire botanique national de Brest notamment sur ce choix des espèces. L'idée, c'est effectivement, en fait, on est plutôt vigilant sur l'introduction d'espèces exotiques liées à leurs problématiques, on va dire, assez connues voilà, de caractère qui peut être envahissant. Donc ça, on est plutôt assez vigilant sur ces questions-là. Sur la diversification des essences végétales locales, on se dit qu'en associant finalement ces caractères, en fait, en donnant le plus de chances possible aux nouvelles plantations, donc en ayant vraiment une évolution hein, par rapport à ce qui peut se faire, ce qui pouvait se faire il y a plusieurs années sur les techniques de plantation qui ont quand même beaucoup évolué. Donc maximiser finalement la question du sol, la question de comment dire l'accessibilité à l'eau, pardon, et évidemment aussi le suivi très important. Les premières années, hein, développement, les 3-4 premières années de plantation, elles sont primordiales finalement pour la survie aussi des espèces. C'est vraiment ça qui était très déterminant, donc d'y intégrer aussi bah, de l'arrosage au début, notamment en période de forte sécheresse. Donc voilà, on est sur le positionnement, voilà, on continue à promouvoir quand même le végétal local. On pense vraiment que ça a un gros intérêt, notamment pour la biodiversité fonctionnelle, puisque
En fait, voilà, tout le cortège, enfin, tout le cortège d'espèces associées sont plus, voilà, on peut pas être tout blanc ou tout noir, j'ai envie de dire. L'idée, voilà, c'est de maximiser au maximum. Donc après, voilà, on se réfère finalement aussi aux experts, hein, notamment le conservatoire botanique. Donc on peut vous mettre aussi en relation si vous n'y êtes pas déjà avec ces acteurs. Merci. Donc, il y avait d'autres mains levées. Donc, Christophe Valnet. Oui, bonjour, Christophe Valnet de l'Agence régionale de santé. J'avais deux remarques et une question. Première remarque, donc l'intérêt de la végétalisation des villes, hormis tous les intérêts qu'on vient de citer, on a aussi un intérêt direct sur la santé, notamment sur la santé physique, hein, puisque le fait d'avoir de Oui, la nature en ville, ça pousse les gens à aller se promener, à marcher, à se balader, et donc c'est de la lutte contre la sédentarité, donc ça c'est bien. Un autre intérêt pour la santé mentale, puisqu'il y a plein d'études qui montrent que le fait d'avoir vu sur de la verdure, ça fait du bien au psychique, ça fait du bien à ses pensées, etc. Donc, l'intérêt de ce verdissement est multiple pour l'environnement, pour la santé, pour le climat. Donc tout est bon. Un seul petit bémol, c'est sur les espèces à planter. Donc, il oui, faut faire attention aux espèces allergisantes, hein, puisqu'on tout à sait qu'il fait. y a de plus en plus d'allergies respiratoires chez les Français, enfin dans le monde en général, mais notamment dans notre pays. Et donc en fait, effectivement, au niveau des essences à planter, il faut faire attention à pas entraîner des problèmes respiratoires lors de la production de pollen. Donc ce que vous disiez sur la diversification des essences, ça va dans le bon sens, effectivement, plutôt que de penser de planter une seule essence qui serait allergisante et qui entraînerait des crises allergiques. Le fait d'avoir une diversification d'essences, ça fait une diversification de pollen, pas au même moment, etc. C'est Donc ça. ça diminue ça. Mais effectivement, il y a certaines plantes qui sont très allergisantes, donc il faut faire attention à ça, bien sûr, pour pas les solutions apportent un petit peu de mal-être, ça serait Ouais. dommage. Juste une question, c'est par rapport alors c'est peut-être un dessin, mais c'est par rapport à la taille des vagues que vous avez présentées. Il y avait le Covid était petit, après il y avait la récession un peu plus grand, changement climatique était tout grand, c'était l'effondrement de la biodiversité. Est-ce que c'est juste un effet de dessin ou est-ce que derrière il y a une raison d'impact sur le monde en général, sur la taille des vagues? Voilà, c'était ma Non, question. oui. Alors, Merci. je réponds sur la question des espèces allergisantes. On n'a pas eu le temps, effectivement, avec voilà, l'ordre du jour, mais vous aurez dans le diapo, on aura rajouté, il y a un petit schéma, c'est marqué le bon arbre au bon endroit. Et en fait, c'est un petit schéma qui illustre en fait, finalement tous les critères, donc les critères prioritaires et après les autres critères esthétiques, etc. Mes critères prioritaires, il y a aussi notamment le choix des espèces liées au fait à cette problématique allergisante, hein. C'est un vrai enjeu de santé aussi, santé publique. Donc, je plus sois effectivement vos propos. Et sur le deuxième volet, sur la question des vagues, non, il n'y a pas forcément d'idée, mais c'était pour montrer un peu que derrière finalement des crises qui nous arrivent voilà, de gestion de crise, hein, une pandémie mondiale, bah, c'est immédiat et voilà, il faut pouvoir y agir. La crise finalement de l'érosion de la biodiversité, du changement climatique, elle est un peu plus sous-jacente et arrive plus voilà, on a la première vague qui nous arrive devant, mais on ne voit pas forcément les vagues de derrière. Donc c'est plutôt cette difficulté que on peut avoir de sensibilisation de l'ensemble finalement de la population, des enjeux politiques, etc., d'avoir une vision un peu court-termiste et de ne pas pouvoir voir derrière aussi ces enjeux-là qui arrivent euh, sur des questions un petit peu. Alors, il y avait. Il me semble qu'il y avait une étude, alors non, je vais pas le dire parce que j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais sur la mortalité liée aux canicules en Europe par rapport à une étude sur le changement climatique, donc avec les stratégies, les trajectoires de réchauffement, on voit que finalement la mortalité qu'on a pu avoir en 2003, ce serait quasiment tous les ans qu'on pourrait avoir ça à niveau à l'échelle européenne. Donc, je vous retrouverai la ressource de l'étude pour vous donner les bons chiffres. Mais donc voilà, on montre aussi que ben, derrière finalement ces problématiques santé, on a aussi le changement climatique qui va vraiment renforcer et accélérer en fait ces problématiques de santé humaine. Donc voilà, la végétalisation, la renaturation
est un enjeu, une des solutions. Il y en aura d'autres effectivement aussi à déployer. Merci Antoine. Merci à vous. Alors, on avait une dernière question qu'on prend très rapidement parce qu'on a pris un peu de retard sur le déroulé du webinaire. Donc, c'était monsieur ou madame Catherine Le Saint. Oui, bonjour. Alors, c'est Catherine Congar, mais bon, c'est pas forcément important. Non. J'avais deux questions, donc très rapides, peut-être qu'on aura les réponses après. Il y avait la question donc, du choix des espèces pour la filtration de l'eau, l'acceptation des mauvaises herbes, entre guillemets, par les agents et la population. Alors ça revient régulièrement, mais je voulais savoir si dans la démarche, il y avait une réponse à cet aspect social. Et la question de la sécurité, je pensais à la ville de Brest et la ville de Morlaix, où justement les espaces verts au pied des arbres peuvent être des lieux de cache, entre guillemets, c'est-à-dire pour masquer ou déposer des substances ou des... Parce que ça a été un des freins à retourner. Vous parlez sur les questions de trafic ou de... C'est ça de... Oui, par exemple. Ouais, d'accord. Alors, je vous répondrai sur deux volets. Donc, le premier sur la question plutôt relative du coup à la démarche et à l'acceptation sociale. Dans la démarche des solutions fondées sur la nature, je vous ai parlé de trois volets, là, la biodiversité, le défi sociétal est basé sur le fonctionnement des écosystèmes. Il y a d'autres critères qui rentrent en compte pour entrer dans une démarche SFN. Il y a notamment la question de la gouvernance et l'intégration des parties prenantes. Et donc ça, c'est aussi un gros travail sur l'acceptation sociale des différents éléments. Hein, mais on a plutôt plusieurs retours d'expérience qui le montrent justement sur cet espace, sur l'évolution du rapport au vivant. Il y a d'ailleurs un projet alors qui est en cours, on ne sait pas s'il va pouvoir être lancé ou pas, ça dépend des questions de financement, mais sur l'acceptation sociale des délaissés urbains et des friches, donc des espaces non gérés en milieu urbain, comment on travaille sur ces questions. Donc c'est une vraie problématique, hein, on le voit. Donc il y a l'intégration de la population, la sensibilisation. Nous, on fait beaucoup de sensibilisation à l'agence. L'idée, c'est vraiment aussi de renforcer ces volets-là. Et en fait, des actions sans sensibilisation et d'acceptation sociale, elles ne marchent pas. Donc, c'est des volets qu'il ne faut pas négliger aussi quand on monte des projets. Donc, on peut y travailler avec des collectifs de citoyens, des associations, mettre en place des chantiers participatifs qui permettent aussi de mobiliser. On pourra en parler sur les questions de cours d'école notamment et de résilience. L'idée, c'est de travailler aussi avec les parents, les élèves, etc. Donc, il y a vraiment ce volet-là à ne pas négliger. Et ça, on est assez alerte dans les projets qui sont portés pour justement que cette acceptation et puis ce regard puisse changer. Après, on n'arrivera jamais à convaincre tout le monde. On le voit sur certains projets, mais voilà, l'idée, on peut quand même faire changer un peu les choses. Et deuxième, sur un échange qu'on avait eu avec Vers le Jardin, qui fait notamment des fermes urbaines, sur la ferme de Quélibel, donc à Brest, où donc c'est dans un quartier prioritaire de la ville. Et on voit aujourd'hui qu'au bout de 2-3 ans, finalement, il y a eu une intégration vraiment des enfants, des quartiers, etc. Et donc, c'était des zones où il y avait énormément de trafic. Et en fait, c'était ces espaces urbains, ou en tout cas, cette ferme, en tout cas, n'a pas été... il y a eu un vrai lien social en fait avec les maraîchers qui sont en présent et donc il y a eu une vraie volonté on va dire de dire ah bah non mais c'est la ferme on n'y touche pas et donc les zones de deal ou de trafic en tout cas ont été décalées. Donc il y a aussi je comprends hein, cette problématique de cache en soi c'est de la végétalisation mais il peut y avoir d'autres caches qui pourraient être très minérales aussi enfin finalement c'est pas le lien de cause à effet, je ne suis pas sûr qu'on puisse. Enfin voilà, il faudrait l'étayer. Je ne pourrais pas répondre plus sur cette question en tout cas. Merci beaucoup Antoine. Merci. Donc je vous propose qu'on continue avec alors Jean-Paul Huichard. Est-ce que Jean-Paul, tu vois la présentation? Je ne la vois pas, je ne la verrai pas, je pense, donc je vais faire sans. C'est-à-dire que je vais faire, en fait, j'ai quand même le support que je vais dérouler.
je suppose, j'espère qu'il sera partagé en parallèle. Oui, tout à fait. Là, moi, Et je le je pense qu'on partage. va faire comme ça, je ne vois pas trop comment faire autrement. Donc, Bon, c'est bah, une première, mais c'est intéressant. voilà, désolée. Bon, bah, je te laisse la parole, hein. J'ai mis la diapo sur les actions mises en œuvre sur la commune. D'accord, donc on est sur cette action mise en œuvre. Donc, en fait, la thématique de la biodiversité, ça a émergé donc, au cours de la préparation du dernier mandat, enfin du mandat là, qui se termine. Quand on a réfléchi en fait en équipe sur notre projet, entre guillemets, de mandat, on s'est rendu compte que l'ensemble de nos projets en fait s'intégraient dans un programme plus global qui était celui en fait de la transition écologique et transition écologique qui n'était pas simplement une réponse face aux enjeux climatiques, comme ça avait pu être le cas dans le mandat précédent, mais plus global en fait, c'est la place de l'homme quelque part par rapport à l'environnement, parce que finalement, que ce soit le climat s'intègre dans des enjeux plus globaux en fait de finitude du monde vivant et de la Terre, du système Terre, et vu comme un écosystème global, et pas simplement comme une équation minérale de carbone, quoi. Et donc, d'où je reprends en fait l'image des vagues là que vous avez pu voir en début de présentation. Finalement, pour nous, effectivement, c'était regarder la vague d'après. Et puis, quelque part aussi, parce que finalement, se réconcilier avec la nature, ça rendait les choses beaucoup plus positives que de dire bah, va falloir passer les cocos à 2 tonnes de carbone alors qu'on est à 10 tonnes. Et ça donne en fait un projet qui nous paraissait un peu plus enthousiasmant et positif que d'être en fait sur l'impact carbone seul, quoi. Donc les actions mises en œuvre, donc on est une commune assez verte même. Donc c'est de mieux connaître en fait notre environnement, donc à travers la réalisation d'un atlas de la biodiversité communale qui nous permettait en fait d'enclencher un plan d'action par la suite. Donc avec l'idée dès le début du mandat, lancer un atlas de la biodiversité communale pour pouvoir commencer les actions en fait, enfin, pour pouvoir générer un plan d'action et commencer les actions en deuxième partie de mandat, quoi. La deuxième, donc on va détailler les choses après. Le deuxième point concerne la végétalisation des cours d'école, mais plus largement de l'ensemble du cœur de bourg. Et puis, avec l'idée que tout ça, parce que je disais tout à l'heure, tout ça s'intégrait dans un programme, et que le programme, c'est pas simplement, on va dire, les élus qui font les choses, mais qu'il fallait embarquer l'ensemble des habitants, et que les habitants deviennent moteurs de leurs propres actions dans le cadre de la transition écologique et donc du renforcement de la biodiversité. Et donc, dans les actions, on verra également la plantation d'une forêt. Donc, je parle en fait déjà de l'ABC. Donc, l'ABC, on l'a lancé en première partie de mandat. Il s'est terminé, alors ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais je crois que c'est souvent le cas. Surtout qu'il y a eu le Covid en fait qui est arrivé par là-dessus. Mais ça nous a permis de lancer donc au deuxième semestre 2024 en fait un plan d'action avec 3 axes. Le premier axe en fait sur la préservation et la restauration de la biodiversité, notamment sur les continuités écologiques, bocage, landes et milieux humides. La nature en ville, parce que quelque part, c'est aussi lagué un peu près au centre du territoire communal. Et donc, c'est aussi un carrefour de corridors écologiques. Et on a la chance d'avoir pas mal de continuités, en fait, encore en ville, notamment avec des haies qui traversent le bourg et qui sont des points, des corridors, en fait, de biodiversité qui peuvent être importants, notamment pour les chauves-souris. On a également donc des sites en fait d'intérêt particulier qui ont été référencés, notamment pour les aspects landes, mais également pour des aspects milieux humides. Donc ça, c'était aussi un point important dans le premier axe. Le deuxième axe, c'était d'améliorer les connaissances, donc continuer. En fait, c'est vrai qu'on a
il y a un aspect clairement inventaire en fait dans l'Atlas, mais renforcer la connaissance et la faire partager, c'est le troisième axe, c'est important parce que ça permet en fait le côté émerveillement. En fait, on a tous quelque part en nous des âmes d'enfants qui demandent qu'à s'émerveiller sur un vol de papillon. Et ça permet d'entretenir ça aussi et de sensibiliser parfois aux plus petits, aux mollusques qui vivent dans les milieux aquatiques par exemple, ou aux insectes en fait qui peuplent notre environnement sans qu'on y prenne garde, quoi. Et puis le troisième axe, donc c'est des projets transversaux qui englobent plusieurs aspects qu'on cherche aussi à mener. Par exemple, le renforcement des mares. On a eu près de 90 mares en fait répertoriées sur la commune. Donc l'idée de renforcer en fait, c'est à chaque fois en fait des milieux intéressants, et c'est des milieux intéressants s'ils sont fortement maillés. Donc l'idée derrière, c'est de renforcer le maillage, par exemple pour les mares. Donc voilà pour l'ABC. Il y a un point qui est important et qui fait le lien avec le programme L'œil en biodiversité. L'Atlas de la biodiversité communale, ce n'est pas simplement en fait, quelque chose fait par des experts. L'objectif derrière, c'est bien d'embarquer la population avec. Et pour ça, le côté des sciences participatives, c'est une clé importante. Et pour moi, l'une des satisfactions en fait, de ce mandat, c'est d'une part parce que c'est vrai qu'on a axé l'ABC beaucoup sur la participation du public, mais aussi parce qu'on avait en parallèle d'autres actions autour de la biodiversité qui ont permis de faire. Enfin, c'est vrai que quand je posais la question sur le marché en fait, à des habitants, pour vous, un atlas de biodiversité communale, c'est quoi? Bon, en règle générale, ils ne savaient pas. Quand j'expliquais, ça paraissait une usine à gaz. Et 3 ans plus tard, c'est quand même très différent, même si tout le monde n'a pas participé pourtant, hein. Mais tout le monde savait ce qu'il en était et à quoi ça servait, et comprenait quelque part le sens. Et puis, on a eu la participation de pas mal d'habitants. Et l'idée du programme La Ligne en biodiversité, en fait, c'est de faire en sorte en fait, que les citoyens se mobilisent aussi sur leurs propres actions, de développer une culture partagée de la transition. Donc, pour ça, en fait, on a eu, alors je fais une parenthèse, mais c'est vrai qu'on avait la volonté de bien comprendre les enjeux climatiques et de biodiversité. Donc, on a, sur la fresque du climat, en fait, l'ensemble des élus a suivi la fresque du climat donc en tout début de mandat. Ensuite, l'ensemble des agents a également été formé à la fresque du climat. Et puis ensuite, les habitants volontaires, en fait, ont pu être formés à travers des ateliers fresque du climat pour avoir cette culture partagée. On a mené également, alors c'était un peu moins général, pardon. Donc là, je suis sur le programme La Ligne en biodiversité, la slide qui suit. On a mené également, en fait, des ateliers à destination des habitants, en fait, autour de la culture, en fait, de la biodiversité. Et on a sélectionné, enfin, on a demandé aux habitants volontaires, en fait, de faire partie d'un collectif. Et ce collectif, alors, il y a eu à la fois des habitants volontaires, mais on a aussi fait du phoning, en fait, sur base des listes électorales pour aller chercher des personnes qui ne viennent pas d'habitude et trouver quelque part des habitants lambda et les embarquer un peu dans cette aventure collective. Et ça a permis d'avoir un groupe assez riche et un peu comme, j'allais dire, comme les systèmes de convention qui ont permis, dans lequel en fait, on était accompagné par le réseau Cohérence, donc un acteur de la transition assez bien connu en Bretagne, qui a permis de former le groupe, de l'accompagner par rapport aux enjeux, et puis on a fait notamment la fresque de la biodiversité, et puis d'aller vers des programmes concrets. Et tout ça a fait en sorte qu'on avait, bon an, mal an, là on a une newsletter, pardon, qui est diffusée maintenant donc, que à des habitants volontaires.
Et elle est diffusée à peu près 250 personnes actuellement, donc ce qui est quand même pas négligeable. C'est pas toujours évident quand on parle de biodiversité, qui paraît toujours un peu complexe. Voilà. On a pris quelque part plusieurs chemins, en fait, pour la guerre en biodiversité, en disant que finalement, c'était à chacun des personnes de voir là où ils se sentaient le mieux pour transiter et d'accompagner en fait les collectifs en fait dans cette transition. Un exemple qui peut être donné, c'est aussi en fait des jardins participatifs et partagés qui sont l'émanation en fait d'une association auprès des écoles qui sont à la fois des jardins pédagogiques, mais aussi des jardins qui permettent d'insérer en fait un public précaire, fragile, notamment des migrants. Et c'est quelque chose qui n'est pas parti en fait de l'équipe municipale, qui est parti en fait des collectifs, mais qui s'est facilement intégré en fait, dans le programme de la vie en biodiversité, quoi. Et puis, tout ça n'irait pas sans un peu de plaisir aussi, et donc avoir un temps fort annuel organisé qui s'appelle Chemin Faisons, qui a pris un peu son envol, enfin, qu'on avait initié à la fin du dernier mandat, mais qui devient maintenant aussi un carrefour régulier, un temps fort, en général autour du 25 mai, enfin, la troisième semaine de mai, en fonction du calendrier scolaire, et qui est un temps fort de regroupement festif, mais avec également des ateliers, des choses qui sont organisées autour de la transition écologique, quoi. Et puis, dans les choses qui ont été produites également, en fait, parce que quelque part, la transition, c'est pas simplement des choses qu'on fait par devoir, c'est quelque chose, en fait, pour lequel il faut développer un récit. Et donc la volonté, c'était de partager, de participer, de créer, d'être aussi acteur de ce récit-là. Et donc, on a une série de podcasts qui sont disponibles, que vous pouvez fait écouter, qui s'intitule Alailler naturellement et qu'on peut retrouver sur les plateformes également. Donc, voilà sur le programme Laguer en biodiversité. J'espère n'avoir rien oublié, mais j'ai bien oublié. La végétalisation, donc la végétalisation, donc ça c'est la slide qui suit. C'était un point qui était important, qui est parti à la fois donc, des élus, mais aussi des parents d'élèves et puis des équipes enseignantes, en cherchant en fait à retravailler l'espace des cours. Alors, on a des cours qui sont structurellement petites, mais avec une volonté, en fait, c'est vrai que lors des canicules, on s'aperçoit que les cours, en fait, ne sont plus utilisables parce qu'elles sont noires et qu'il y a beaucoup de chaleur. En fait, c'est des îlots de chaleur. Et comment retransformer les cours qui sont des îlots de chaleur en îlots de fraîcheur, c'était un peu l'enjeu, tout en travaillant aussi sur la répartition de l'espace, l'utilisation de l'espace, pour essayer d'avoir des espaces qui ne soient pas simplement en fait, un espace de ballon utilisé par principalement les enfants, enfin les hommes et les garçons et les filles qui sont autour, et donc plutôt des espaces plus petits, avec toujours un peu d'espace de ballon, mais pas que. Et du coup, avoir en fait, des groupes qui soient un peu plus sereins et avoir un peu plus de partage d'espace, quoi. Il y avait aussi cet enjeu-là. Et donc, c'est un travail qui a été mené avec les équipes et qui a été mené en interne, qui a permis en fait d'avoir des cours enfin, dont tout le monde se félicite maintenant, et cours qu'on essaye d'ouvrir maintenant également en dehors des heures d'école, quoi. On a aussi travaillé en fait sur l'alimentation à travers une restauration collective plus durable, donc avec l'idée à la fois de relocaliser en fait la part agricole. En fait, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a, nous, commune de l'Allier, on est quand même une commune avec plus de 6000 hectares de surface, donc avec beaucoup d'agriculteurs, en disant plus on relocalise, plus on donne du sens en fait à l'alimentation. Quelque part, comme ça, on s'inscrit dans le plan alimentaire territorial.
et travailler donc sur le local et travailler sur le bio, parce que quelque part, le choix de notre alimentation, il est aussi politique, hein, au sens noble du terme. Et donc, c'était encourager aussi l'agriculture locale et durable. On a travaillé, mais on avait déjà fait ça, en fait, lancé ça dans le mandat précédent, la rénovation thermique du groupe scolaire avec la mise en place d'une chaufferie bois alimentée en bois bocage. On a plus de 250 km de haies sur la commune, donc autant enfin, leur donner aussi un sens pour les agriculteurs, quoi. Et puis on voulait aussi, et ça c'est encore plus ancien quelque part, puisqu'en fait on cherchait, on avait fait un agenda 21 en 2012, et on cherchait à augmenter l'autonomie énergétique en fait, de la commune, et donc développer les énergies renouvelables. Et donc ça a vu le jour à travers la création en fait d'une boucle d'autoconsommation collective basée sur le développement d'une centrale photovoltaïque. En fait, alors, il y en a plusieurs. Il y en a une sur le point 21 qui est une centrale citoyenne, une autre en fait sur les ombrières qui sont sur un parking près d'une salle enfin, à la fois culturelle et de sport, et puis une troisième qui vient de sortir, qui est située en fait sur les services techniques, quoi. Donc tout ça, alors la première, elle concourt pas parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas techniquement, elle peut pas y être raccordée, mais tout ça a permis la mise en place d'une boucle d'autoconsommation collective qui donne du sens quelque part à la production locale d'énergie, quoi. Il y a également, pour la partie végétalisation, donc un travail sur les cheminements doux. Et ça a été mené, ça a été initié en fait lors de la création du collège, mais ça a été développé par la suite pour que chacun puisse relier les différents quartiers en fait, soit à pied, soit à vélo. Et ça fonctionne bien, notamment avec le collège. Tout ça pour éviter de prendre la voiture, quoi. Donc le jardin éducatif et solidaire, j'en ai parlé. Et puis donc j'ai parlé également de la mise en place du collège, en fait, donc un collège éco-construit qui a été porté en fait par le département dans la zone d'activité, donc qui est tout à fait, enfin qui est très proche des écoles. Et, et tout ça s'articule assez bien. Et l'objectif maintenant, quelque part, c'est de développer ça encore plus et pour végétaliser l'ensemble du centre-bourg. Et donc, on a un programme là, qui se déroule dans lequel on revégétalise l'ensemble du bourg tout en l'aménageant pour le rendre plus agréable, quoi. Et en supprimant les îlots de chaleur, en développant la végétalisation, quoi. Donc, le dernier point, je pense que je suis carrément dans les clous, c'est la plantation d'une forêt. Donc, alors la plantation d'une forêt, ça a été rendu aussi possible. C'est vrai que un des points importants, c'est de savoir aller chercher aussi les crédits là où ils sont. Et c'est vrai avoir une démarche un peu opportuniste aussi pour ça. Et donc, la plantation d'une forêt, ça a été rendu possible en fait grâce à Climaction. C'est vrai qu'on commence à faire des choses, en fait, on peut être sollicité par des associations et ça, c'est très bien. Et enfin, c'est vrai qu'il y a d'autres associations sur les forêts, je pense aux planteurs de bois et loups, par exemple, qui se proposent d'accompagner des communes pour faire des plantations. Enfin, il y a plusieurs associations actrices. Et ça a permis, en fait, de planter une forêt. Alors, on a peu de terrains communaux, mais là, pour le coup, d'ailleurs, c'était même pas un terrain communal, c'était un terrain métropolitain. Et on a pu planter une petite forêt d'environ 1 hectare. Sur la commune, et ça a été une plantation participative. L'objectif de la forêt, c'est qu'elle soit durable. Donc, il y a 16 essences, 16 essences différentes qui ont été plantées pour justement être capable de s'adapter dans le temps.
Ça a été fait en partenariat d'une part, enfin, donc c'était avec Climaction, mais avec la participation des enfants de l'école primaire, donc 150 enfants, et puis de tous les habitants volontaires qu'on voit là sur la photo. Ça a été un moment de mobilisation très sympathique. Et c'est vrai qu'en 2 jours, c'est-à-dire qu'en fait, la première journée, donc on a beaucoup planté avec les enfants. Il se trouve qu'il avait gelé en fait ce jour-là. Il faisait -7 en fait. C'est la nuit la plus froide qu'il y ait eu quand on a planté. Et du coup, le sol était un peu dur, mais bon, il y avait de la bonne humeur, donc ça s'est fait sous le soleil qui a quand même un peu réchauffé. Et puis, on a terminé ça sur un autre week-end avec des habitants volontaires, et ce qui a permis de planter environ 800 jeunes plants, quoi. Voilà, j'ai fait un peu le tour des choses qu'on voulait mettre en avant, mais il y en a d'autres à côté, mais bon, pas forcément Mm. évident de parler de tout. Merci beaucoup Jean-Paul pour cette présentation et oui, effectivement un programme très très riche sur l'AIE. Comme on a un peu de retard, qu'il n'y a pas de questions dans le chat, on va peut-être enchaîner sur le deuxième témoignage et puis on prendra un temps d'échange après les 2 témoignages. Ça fait le lien en plus puisque donc, le deuxième témoignage, c'est la commune de Chevigné qui justement, si je ne me trompe pas, je crois, se sont fait accompagner par les planteurs de bois et loups dont tu parlais comme association. Et donc c'est David Gendron qui est présent normalement pour prendre la parole. Je ne sais pas. Oui, si, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour. Est-ce que vous voyez la présentation? Moi, je la vois. Oui, bon, bah, très bien, déjà. Donc, je propose, je vais passer les diapos pour vous, comme ça, ce sera plus facile. Et donc, bah, je vous laisse parler de votre projet de micro-forêt. Oui, merci. Alors, en fait, il y a 3 ans, dans le cadre d'un projet global de réurbanisation du centre-bourg, on a dû abattre un certain nombre d'arbres, puisqu'en fait, on a construit un pôle associatif et culturel en centre-bourg, et donc, du coup, on a dû abattre 13 arbres en centre-bourg qui étaient autour de l'ancien presbytère. Donc on a fait une réflexion municipale et puis on s'est dit voilà, c'est dommage d'abattre ces arbres, surtout qu'ils avaient un certain cachet et puis voilà, ils faisaient partie de l'ensemble du paysage de la commune. Et donc on a initié une balade urbaine avec des habitants pour essayer de voir voilà, comment est-ce qu'on pourrait, alors d'une part évidemment remplacer ces arbres, mais aussi construire un projet pour assurer une certaine pérennité sur un site et puis aussi développer un espace qui pourrait être aussi bien convivial que naturel, en fait. Voilà, le laisser vivre. Donc, lors de cette balade urbaine, on a identifié un site. Donc, les objectifs, oui, pardon, étaient bien évidemment de replanter des arbres, de lancer un projet participatif avec les habitants, les riverains et les écoles, et puis aussi de sanctuariser une zone. En fait. On verra tout à l'heure, mais c'est une petite zone qu'on a identifiée en centre-bourg. Mais l'idée, voilà, c'était de créer aussi un îlot de biodiversité, de fraîcheur, et puis d'avoir un projet remarquable dans ce cadre, quoi. Voilà, si vous pouviez passer à la slide. Voilà. Donc, on a identifié lors de cette balade urbaine une surface d'environ 600 mètres carrés. Donc voilà, on a été un petit peu moins ambitieux que l'AIE, hein. Donc une surface de 600 mètres carrés en centre-bourg, donc en fait avec de l'habitat tout autour. Donc la première chose, c'est qu'on a lancé plusieurs pistes. Donc on a fait des études sur les mini-forêts et les tiny-forêts. On verra par la suite qu'on est parti sur une solution complètement différente, puisqu'en fait, ce qui nous a interpellé dans les tiny-forêts, c'est en fait que la nature est contrainte. En fait, voilà. Et c'était un petit peu ce qu'on voulait éviter. L'idée, c'était de créer de cet espace de 600 mètres carrés, en fait, quelque chose où la nature puisse s'épanouir et vivre en gros comme elle souhaitait. Donc, on a contacté l'association des planteurs du Bois et Loups,
fait, qui nous ont accompagnés sur ce projet. Donc on a fait avec eux une étude du site, une étude d'implantation. Ils nous ont fait une proposition sur les types d'arbres à planter. Bien évidemment, comme on était en centre-bourg, il a fallu tenir compte des ombres projetées et de l'adaptation aussi des différentes essences au réchauffement climatique, dont on a parlé tout à l'heure. Et on est parti sur une diversité d'essences. Alors là, je n'ai pas mis dans le slide, mais si vous voulez, je peux juste vous partager mon écran. Donc je vais reprendre juste la main pour cette tout l'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Moi, je le vois bien. Parfait, merci. Voilà, donc c'est vrai que ce slide-là, j'aurais pu le développer un petit peu dans le PowerPoint, mais en fait, voilà, donc on a vraiment fait une étude en fonction des différentes zones de l'espace, et avec les planteurs du Boiselou, on a défini un certain nombre d'essences qui étaient adaptées au site et qui étaient variées pour éviter d'avoir voilà, une plantation homogène, quoi. Et on a tenu compte aussi des contraintes, mais ça on le verra sur le slide d'après, des contraintes du site pour tracer des allées et puis pour planter en fonction de l'environnement. Voilà. Avec, bien évidemment, comme il y a des habitations toutes près, on a tenu compte des ombres projetées qui pourraient avoir une certaine nuisance sur les habitations. Donc au centre, on est plutôt parti sur des moyens G. Et puis voilà, plus on allait vers l'extérieur, plus les essences étaient petites et adaptées à l'environnement. Voilà, donc je permets d'arrêter le partage. Et si vous pouviez repasser sur les slides, s'il vous plaît. Voilà. Alors, un petit point sur le chantier, c'est qu'on a fait une étude avec la DDTM sur le site et on s'est aperçu, alors vous voyez un petit carré qui aurait pu être intégré dans le projet, mais qui représente une mare. Et on s'est aperçu qu'on avait des amphibiens, des grenouilles vertes et un triton palmé qui est une espèce protégée. Donc pour l'instant, on lui a laissé ce petit sanctuaire, mais on a peut-être un projet de le déplacer. Donc là, toujours en relation avec la DTTM, de lui aménager un site près des anciennes lagunes à Chevigné, donc qui lui permettrait d'avoir un espace beaucoup plus adapté que ce que c'est actuellement, puisqu'en fait c'est une ancienne réserve pompier d'incendie. En fait, voilà. Donc c'est une bâche avec de l'eau dedans. Voilà. Donc on a décidé de lancer le projet en fait l'année dernière. Donc on a fait une préparation du sol, un labour et une passe de rotavateur, du paillage, et puis on a planté sur le site à peu près 300 arbres et arbustes. On a aussi un projet avec le centre de loisirs d'installation d'un hôtel et insectes qui est actuellement en cours. Le projet, alors je reviendrai après un petit peu sur le financement, mais le projet nous a coûté à peu près 3 000 €, mais qui est principalement du travail du sol et du paillage que l'on a dû mettre sur le site. Puisqu'en fait l'association des planteurs du Boiselou est intervenue bénévolement, et puis les plans ont été financés par un financement participatif, quoi, en fait. Alors, les premiers effets alors on a fait participer les écoles aussi, donc l'école publique et l'école privée, donc qui ont assuré à peu près la plantation d'un petit peu plus de la moitié du site, donc toujours encadré par les planteurs des Boiselou. Donc je vous ai mis quelques photos de la plantation qu'on a fait lors d'une journée citoyenne. Et puis l'idée c'était de créer aussi un espace de promenade
dans le site qui était quand même un petit peu contraint. Contraint au niveau de sa localisation, mais aussi contraint au niveau technique, puisqu'en fait, sous le site, on a des canalisations d'eau. Donc, on a fait bien sûr des ICT pour identifier tous les réseaux, une canalisation d'eau, de l'eau pluviale, et puis aussi un câble électrique. Donc c'est pour ça qu'en fait on a un cheminement qui passe à peu près au-dessus du câble, pour éviter d'avoir, si jamais on devait intervenir, à abattre des arbres pour faire des réparations. Voilà, donc en fait, les plus du projet, en fait, c'est une participation citoyenne pour la création de cette bulle écologique et de cet espace fraîcheur. On a bien évidemment impliqué nos services techniques en amont parce qu'ils vont être en charge on va dire, de surveiller, parce que l'idée du projet, c'était d'avoir le moins possible d'intervention humaine sur cet espace. Et puis, donc le projet était à peu près 350 arbres sur 600 mètres carrés. Alors les particularités, c'est qu'en fait, on a eu des contraintes de la DTTM, puisqu'en fait, du fait de la localisation du Triton palmé, on n'a pas pu faire ce que l'on voulait, parce que l'idée, c'était d'abord de supprimer le bassin pompier pour en faire une zone plantée également. Et donc pour l'instant, on a dû le laisser en l'état. L'entretien et surveillance, parce qu'en fait, le site, la vocation du site, c'est de vivre par lui-même. Mais par contre, on est quand même obligé, en attendant que la mini-forêt prenne le dessus, réaliser quelques petits entretiens, refaire du paillage, et puis faire une passe quand même à peu près 2 fois par an sur le site, quoi. Mais l'idée, c'est de laisser quand même le site vivre sans intervention humaine. Et puis la mobilisation des habitants, même là en fait, on voit sur la photo du bas qu'il y avait quand même beaucoup d'habitants mobilisés. On a eu quand même du mal à pousser le projet, quoi. Voilà. Bon, nous ne sommes qu'une commune de 2500 habitants, donc la mobilisation, c'est un élément clé de ce genre de projet. Donc voilà pour moi. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Donc oui, on peut prendre une ou deux questions, donc que ce soit sur les projets de l'Aillé ou de Chevigné. S'il n'y a pas de questions maintenant, on peut continuer et on reprendra les questions ensuite. Donc dans le chat, ça a été répondu. Si personne ne lève la main, je vais continuer pour pas qu'on finisse trop tard. Donc maintenant, c'est un retour d'expérience d'émission de l'ALEC, présentée par Yann Lecoq, qui est conseiller collectivité. Et donc, je te laisse la parole, Yann. Je garde la main sur le partage du coup pour éviter les problèmes. D'accord, très bien. C'est parti. Donc, je vais vous présenter l'accompagnement de l'atelier de concertation qu'on a au niveau de la cour d'école de Pompéan. Je pense que tu peux passer. Donc, c'est une mission dans le cadre du CEP, du Conseil en énergie partagée, donc pour les communes que l'ALEC accompagne. Donc, il y a un agent plutôt dédié à la maîtrise de l'énergie. Mais dans ce catalogue de missions, donc on a des missions aussi sur tout ce qui va être gestion de l'eau, et on a une mission depuis cette année sur l'accompagnement à l'aménagement d'une cour d'école. Donc pour vous détailler un petit peu cette mission et vous donner un ordre d'idée de taille, c'est une mission de 30 points. 30 points, ça représente environ une mission pour nos plus petites communes, donc des communes autour de 1000 habitants, et jusqu'à donc ça sera la seule mission en plus du bilan. Et pour les communes plus grandes, donc jusqu'à 8-10 000 habitants, ça peut être une des 5 missions de l'année. Donc cette mission-là, elle se déroule donc au moment de... Donc on choisit la mission en début d'année
Et une fois que la commune a choisi cette mission, on fait une réunion de cadrage pour voir un peu les attentes et où ils en sont dans leur projet. Parce qu'on s'est rendu compte que chaque projet avait été différent et aussi ils ne sont pas tous au même état d'avancement. Par exemple, Pompéan, ils sont même avant leur programme, alors que l'accompagnement à Melès, eh ben, ils ont déjà réalisé la cour d'école, mais ils ont plus des soucis sur la gestion après. Donc c'est quelque chose cette mission-là s'adapte juste, et on est là pour s'adapter et accompagner au mieux les communes sur l'usage et de leur projet de végétalisation de cours d'école. Donc là, dans le cas précis de Pompéan, on a réalisé une enquête auprès des enfants et des agents. Donc les enfants, ils ont été environ 130 à répondre à l'enquête, donc des maternelles à la primaire. Et l'idée, c'est on donne un cadre pour que les enfants puissent répondre à leur niveau et avec leur capacité d'expression. Et les enseignants recueillent ces informations. Et après, à titre individuel, on a eu 20 professionnels, donc des enseignants, des animateurs et des agents techniques et d'entretien qui ont répondu justement à cette enquête. Parmi les personnes qui ont répondu à cette enquête, on a créé du coup un atelier de concertation avec il me semble, 17 personnes, donc avec justement l'ensemble des enseignants, animateurs, agents et des parents d'élèves pour que chacun puisse donner son avis sur le projet. Donc c'est un atelier qui dure 3 heures. Et ensuite, une fois que cet atelier de concertation est fait, la commune a une bonne base pour faire l'accompagnement, pour la réalisation de leur programme. Et on passe ensuite en accompagnement de projet plus classique. Donc pour vous expliquer un peu le retour d'expérience et le groupe de concertation, donc on avait des élus de Pompéan qui étaient présents, des agents techniques, donc techniques, agents paysagers, responsables des services techniques et également des agents d'entretien qui interviennent sur site, parce que c'est aussi un élément clé pour que le projet passe au mieux, surtout sur des cours d'école. Les enseignants également, et des parents d'élèves. Donc à peu près à part égale, l'idée c'était de créer 4 groupes et qu'on ait au moins environ 4 représentants par groupe. Sur le déroulé de cette animation, on a un premier temps donc qui est une montée en compétence de l'ensemble du groupe, une mise à niveau sur comment se déroule un projet et et à quelle étape on est, et aussi essayer de leur expliquer qu'il y a certaines attentes qui peuvent être exprimées sur le temps de cette animation qui ne seront pas forcément respectées suivant les études qui seront faites. Et il y a également une montée en compétence sur l'adaptation au changement climatique, donc qui ressemble un petit peu au début de la présentation de ce webinaire, en beaucoup plus léger parce que ça dure que 20 minutes. Donc on fait vraiment un focus sur l'aménagement des cours d'école. Et ensuite, donc c'est la partie, donc dans un deuxième temps, on fait une petite pause pour digérer tout ça. On fait une synthèse juste avant sur tous les résultats qu'on a eu de l'enquête. Et donc après la pause, c'est là qu'on va ces animations-là qu'on a travaillé en amont avec la commune. On fait une animation sur le photolangage. Le photolangage, donc c'est avec des images qui nous ont été remontées ou qu'on a trouvées pertinentes pour le projet. On laisse je vous expliquerai plus tard, parce qu'il y a une slide après. Et ensuite, on passe sur le plan. L'idée, en fait, c'est qu'à chaque fois, on ait des échanges entre chaque atelier pour que les échanges se fassent et que le projet avance et qu'on ait un résultat sur plan à la fin. Donc, au niveau du photolangage, merci Fanny. Au niveau du photolangage, donc l'idée, en fait, c'est qu'on va avoir un certain nombre de photos. Ces photos-là, elles sont prises, donc comme je disais, soit envoyées par les personnes qui ont été consultées pendant l'enquête, soit c'est nous qui les avons mises en avant par rapport à la visite qu'on a fait sur d'autres projets ou d'autres recherches, et ils sont classés par catégorie. Les catégories, elles sont également créées lors de l'enquête, et l'idée, c'est de trier entre qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Donc, chaque groupe a
un poster comme on voit là par exemple vivant ou créativité. Et chaque groupe va venir mettre ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Et après, il y a une phase d'explication de pourquoi ils les ont mis à chaque endroit. Puis un vote avec des gommettes pour que l'ensemble du groupe puisse valider les choix. Donc je ne sais pas si on en voit, mais on voit peut-être quelques gommettes. Et plus on va avoir de gommettes, plus la photo aura été validée et plus c'est quelque chose à mettre en avant dans le projet au niveau du programme. On peut passer. Une fois qu'on a validé ces photos, on passe sur une activité en plan. Donc là, l'idée, c'est, on a eu quelques idées visuellement qui nous plaisent, et c'est de les mettre en confrontation avec la réalité et les usages du bâtiment actuel. Et donc par groupe, ils viennent travailler sur où est-ce qu'on pourrait placer ces idées-là, et est-ce qu'il y aurait des conflits entre chacune de ces idées. Ce qui fait ressortir notamment des nouvelles idées ou des points d'attention et de vigilance lors de la rédaction du programme. Une fois qu'on a récolté ces plans, une fois que ces plans-là sont finis, il y a une présentation de chaque groupe sur ce qu'ils ont retenu et ce qu'ils ont anticipé par rapport au projet. Ensuite, la commune récupère ces plans et l'utilise pour la rédaction du pré-programme ou du programme. Donc voilà, c'est l'accompagnement. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Oui, donc une personne souhaitait donc le contact de Yann Lecoq. Donc en fait, comme ça a été présenté au départ, hein, cet accompagnement, il est proposé dans le cadre des missions du Conseil en énergie partagée. Et donc ça suppose à la commune d'être adhérente à ce service et donc située sur le pays de Rennes. Voilà. Et après, en fait, il y a un catalogue de missions et comme l'a dit Yann, bah, c'est un système de points. Et suivant voilà, la commune, on a le droit à un certain nombre de points et après on choisit les missions dans le catalogue. Et donc il y a effectivement cet accompagnement qui est proposé dans ce cadre. Voilà. Après, si vous n'êtes pas, enfin voilà, s'il s'agit d'une école privée ou que vous n'êtes pas sur une commune adhérente, nous on diffuse aussi hein, des ressources, donc n'hésitez pas à nous solliciter malgré tout. Il y a d'autres appuis qui peuvent exister. Enfin là notamment, j'évoquais dans l'espace de conversation le Conseil en architecture et urbanisme du département d'Ille-et-Vilaine, qui est un dispositif Place à ma cour. Alors c'est vrai que bon, aujourd'hui je sais, j'ai pas repris contact avec eux, mais voilà, ils ont eu pas mal de restrictions budgétaires au département, donc je pense qu'ils ont peut-être réduit un peu la voilure, mais en tout cas ils ont vraiment des spécialistes, un paysagiste, spécialistes en concertation qui accompagnent ce type de projet. Donc voilà, ça peut être aussi une ressource. Et bon, il y en a d'autres. En tout cas, il y a beaucoup de documentation en ligne, etc., qu'on pourra vous partager. Ou sinon, voilà, si vous êtes sur une commune adhérente, bah là, c'est encore plus simple puisque vous pouvez directement faire appel à Yann. Voilà. Tout à fait. À voir quand même, si vous êtes une commune adhérente au CEP, il faut d'abord contacter votre conseiller CEP qui soit informé et après on en discute ensemble et parce qu'on est dans une idée de monter en compétence nos collègues sur le CEP à cet accompagnement-là. Donc là, par exemple, sur cette mission, j'étais avec le CEP de la commune de Pompéan. Donc on intervient en binôme pour animer le groupe et que ce soit qu'on soit le plus efficace possible et qu'on puisse répondre au mieux aux attentes. Du coup, donc, il y a également Christophe Valnet donc de l'ARS qui mentionne les fiches retour d'expérience de Bruded. Donc là aussi, hein, le réseau Bruded, il y a énormément de ressources qui peut organiser aussi des visites. Donc il y en a eu hein, sur les cours d'école végétalisés. Et nous, donc l'ALEC, on va organiser aussi une nouvelle visite de cours d'école donc à Chavagne. Et donc, ça aura lieu là à la rentrée. Donc, on vous communiquera la date. Donc, une visite ouverte très largement. Donc, c'est un projet qui a été récemment, enfin, qui a été réalisé très récemment, hein. Les travaux ont eu lieu là au printemps. Et donc, on a accompagné hein, la commune de Chavagne un petit peu dans ce projet, notamment sur la concertation. Et donc, là, l'idée, c'est de faire visiter cette cour
à la rentrée. Donc, on vous communiquera la date très prochainement. Oui, bah alors du coup, j'en profite, je fais le lien avec les petites actus qu'on avait prévues. Donc, j'ai passé très rapidement les slides sur les aides et les ressources parce que bah, vous les aurez, hein, donc je ne les présente pas. Dans les actualités, donc bah, du coup, la visite de Chavagne n'apparaît pas, je la rajouterai et puis on vous tiendra au courant des dates. Là où on a des dates et plus, donc bah, la semaine prochaine, on organise à la LEC pour les agents et élus du territoire du Pays de Rennes des ateliers de l'adaptation. Il reste encore des places, donc si vous êtes intéressé, c'est mardi après-midi et jeudi matin, n'hésitez pas à me contacter. Le 26 juin également, il y a une conférence organisée par la CEBR, l'eau sous tension, comment repenser nos consommations. Donc vous avez le lien d'inscription, hein, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire. À la rentrée, il y a une journée régionale sur nature et climat dédiée aux solutions d'adaptation fondées sur la nature. Vous avez tous les liens aussi. Et effectivement, côté ALEC, donc il y aura une nouvelle session de formation sur la récupération d'eau de pluie à usage interne. Dans les visites, donc la cour d'école, aussi un projet d'habitat participatif qui a travaillé sur plusieurs sujets, et notamment végétalisation et récupération d'eau de pluie. Voilà. Alors, on peut prendre, enfin, on va là pour les présentations, c'est terminé pour aujourd'hui. On peut prendre encore quelques questions, voire même des suggestions hein, pour savoir vos besoins pour la deuxième partie d'année, voire même pour l'année prochaine, que ce soit en termes de sujets, de webinaires. Je pense qu'on relancera un cycle au moins l'année prochaine, ou de visites ou de projets que vous souhaiterez mettre en avant. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va conclure presque à l'heure pour ce dernier webinaire. Donc, merci à tous d'avoir participé. Un grand merci aux présentateurs. On avait pas mal de témoignages aujourd'hui. C'était très riche. Et puis, évidemment, donc on reste disponible. Hein, si il y a d'autres questions qui viennent après les webinaires, on vous transmettra le support. Le support est déjà en ligne et la vidéo de l'enregistrement sera également disponible très prochainement. Et donc, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vois donc les réponses par rapport à la commune de Nouvoitou qui, heureusement, fait partie du Pays de Rennes, donc pourra peut-être bénéficier d'un accompagnement sur la cour d'école, sur une cour d'école. Eh bien, bonne journée à tous. À très bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.